Bonjour, il est temps de nous retrouver pour notre deuxième émission des mots pour le lire avec Yannick et Catherine. Catherine et Yannick, bonjour. Bonjour. Alors c'est avec la même envie et le même plaisir que nous nous retrouvons pour tenter de vous faire partager notre passion pour la littérature d'hier et d'aujourd'hui. Preuve de la richesse et de la variété de cette littérature, les émissions se suivent mais ne se ressemblent pas. Après 2 productions plutôt légères le mois précédent, nous allons évoquer ce soir 2 livres plus denses. Le point commun, le seul si on peut en trouver un, c'est l'amour de l'art. Dans un premier temps, Catherine, honneur aux dames, nous présentera Les yeux de Mona, un roman de Thomas Schlesser, sorti cette année chez Albin Michel et qui a connu un certain succès médiatique et populaire. Puis nous ferons un saut en arrière pour évoquer avec Yannick un classique de la littérature du XXe siècle, Le monde d'hier de Stefan Zweig. C'est donc Catherine qui ouvre le banc et qui a le redoutable honneur et privilège de nous présenter un succès de 2024 qui est loin de faire l'unanimité. Alors, qu'est-ce que Les yeux de Mona ont bien pu voir ? Alors, Les yeux de Mona, c'est l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui, un jour, en faisant ses devoirs, va avec sa maman. Tout d'un coup, aveugle, elle ne voit plus rien pendant quelques minutes. Évidemment, sa mère est affolée, on se demande ce qui se passe, et un rendez-vous est pris chez un célèbre ophtalmologiste qui, après examen, ne détecte rien de particulier, mais lui prescrit des séances d'hypnose, d'une part, et également un rendez-vous chez un pédopsychiatre. Ces rendez-vous devant avoir lieu sur une année entière. Cette mission de rendez-vous chez le pédopsychiatre est confiée à son grand-père, Dadé, grand-père qu'elle aime beaucoup, et qui, plutôt que de l'emmener chez le pédopsychiatre, choisit de l'emmener chaque semaine, le mercredi après-midi, voir un tableau dans les musées parisiens. Il commence par le musée du Louvre, puis le musée d'Orsay, et enfin Beaubourg, donc le musée Pompidou. Il pense qu'il faut absolument qu'elle engrange le maximum de couleurs et de beauté avant éventuellement de devenir aveugle. Donc ce livre nous raconte cette histoire et est construit d'une façon très simple, c'est-à-dire que nous avons 52 chapitres qui correspondent à chacune des semaines où le grand-père emmène sa petite fille voir un tableau. Chaque tableau est expliqué. La petite fille le regarde, le grand-père lui explique ce qui se passe, un petit peu d'histoire sur le peintre. Et parallèlement, nous avons la vie de la petite fille à la maison, à l'école et chez le médecin, puisqu'il se passe pas mal de choses chez le médecin. Alors, ce livre, moi, quand j'ai commencé à le lire, j'étais très gourmande en me disant « c'est merveilleux, on va apprendre plein de choses ». Je trouvais que la présentation avec la jaquette sur laquelle il y a tous les tableaux qui sont cités dans le livre sont présentés. Donc j'ai même au début regardé sur Internet chaque tableau en écoutant, etc. Et est-ce que je peux se dire après maintenant ce que j'en pense ? Ou je laisse la parole à mes voisins peut-être. Alors, on ne va pas vous demander de vous faire l'avocate du diable, mais Yannick a peut-être un jugement un peu péremptoire là-dessus. Alors, je vais commencer par ce qui m'a plu, parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont plu. Comme vient de le dire Catherine, la trame du livre est intéressante, c'est-à-dire qu'on est ému par cette gamine qui a 10 ans et qui est menacée de cécité, d'autant qu'on ne sait pas quelle est l'origine du mal, et donc on se dit qu'elle peut à tout moment replonger. Je trouve très astucieuse la décision que prend le grand-père, en accord avec sa petite fille, mais en le dissimulant aux parents, de non pas aller voir un pédopsychiatre, mais faire une sorte de thérapie par l'art. Ça m'a paru tout à fait séduisant. J'ai noté en particulier qu'une des raisons pour lesquelles il voulait aller lui montrer tous ces tableaux, c'est qu'il considérait qu'elle vivait dans un cadre misérable et qu'il ne voulait pas, si elle devenait aveugle, qu'elle reste avec les souvenirs des bibelots et de la décoration de sa chambre qui semble-t-il, sont assez sommaires. Donc ça, je l'ai trouvé vraiment très, très séduisant et ça m'a donné envie d'aller plus avant dans la lecture du livre.
Ce qui m'a plu aussi, c'est le fait que chaque chapitre était introduit par le récit d'une partie de la vie, comme Catherine le disait tout à l'heure. C'est la vie dans sa famille, c'est la vie à l'école, c'est la vie chez le médecin. Et ça avait entre autres avantage le fait de rompre un peu avec la monotonie, parce que s'il y avait eu 52 visites de musées avec 52 descriptions de tableaux, ça aurait peut-être fini par devenir lassant. Donc ces épisodes de la vie de Mona sont bienvenus. Il fallait accepter l'idée que Mona est une jeune fille absolument exceptionnelle. Très intelligente. Et même disposant d'une vue de qualité de vision extraordinaire, puisqu'on nous dit qu'elle aurait pu être pilote de chasse ou tireur d'élite. Bon, mais ça, c'est pas grave, c'est le roman. L'ensemble des personnages, d'ailleurs, si je puis me permettre, sont un peu, pas caricaturaux, mais peu crédibles, quoi. Ils sont très, très poussés à l'excès. Le grand-père, grand reporter, balafré, qui est esthète, on ne sait pas par quel biais il est tombé dans l'esthétisme. Il y a le père qui est brocanteur, qui sombre dans l'alcoolisme. Il y a la maman qui travaille pour une ONG. On est un peu dans des caricatures de personnages, hein. Alors, n'anticipons pas sur ce qui m'a moins plu. Je pensais faire une... Est-ce que je le dis tout de suite? Oui, on dira chacun notre tour. Moi, c'était presque gentil. Alors, j'ai regretté un petit détail, c'est que chaque description ne soit pas... Parce que là, c'est vrai qu'il y a des miniatures des tableaux, mais la description des tableaux se fait dans le détail, dans le livre. Et moi, je me suis reporté souvent à Internet, parce que même pour des tableaux connus, on n'a pas toujours des souvenirs suffisamment précis pour apprécier la description qui est faite dans le livre. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Je suppose que l'auteur n'a pas voulu qu'on confonde son livre avec un catalogue artistique, et donc il a... Moi, je me suis amusé à faire un petit jeu, c'est de ne pas regarder les tableaux, de regarder sur Internet, par exemple, tel auteur, et de voir tous les tableaux qu'il a fait et d'essayer de reconnaître le tableau par rapport au descriptif pour voir si la description collait bien au tableau. Bravo. Si je retrouvais le truc. C'était un petit jeu comme ça, un petit jeu. Moi, j'avoue visuel. qu'à la fin, je ne regardais même plus les tableaux. Pourtant, certaines descriptions donnaient envie de regarder les tableaux. Ce qui m'a un petit peu moins plu également dans ce livre, c'est le fait que, je disais tout à l'heure, que le fait qu'il y ait des épisodes de la vie de Mona permettait de rompre un peu avec la lassitude d'avoir 52 descriptions de tableaux. Je pense que la lassitude ne disparaît pas complètement. Et d'autant moins que on passe du Louvre à Orsay et d'Orsay à Beaubourg. C'est pas obligatoirement une évolution qui me convient totalement. J'avoue que j'ai une préférence pour Botticelli plutôt que pour Soulages. Et donc, à la fin... D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les descriptions sont de plus en plus sommaires quand on avance dans la lecture du livre. Et une dernière chose qui m'a un petit peu moins plu, c'est les remarques philosophico, culturaux, spiritualo, que l'auteur ne peut pas s'empêcher de faire et qui, quelquefois, sont un petit peu... On a un peu l'impression qu'il a voulu cocher toutes les cases pour reprendre une expression à la mode, de façon à récupérer le maximum de lecteurs possible. Il y a certaines réflexions qui m'ont un peu... était un petit peu pénible. Je prends un seul exemple. Quand, à propos de Rosa Bonheur, il nous dit que l'espèce humaine ne vaut pas en général les animaux. Enfin, je crois que c'est Mona qui dit ça. Et que Mona annonce que quand papa et maman me laisseront tranquille, je mangerai seulement des légumes. Bon, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Mais il y a pas mal de choses qui sont dans l'air du temps. Alors, est-ce que je dis tout de suite ce qui m'a vraiment déplu? Bien. Je crains que vous ne fassiez l'unanimité. Alors, on vous laisse ce bonheur. Alors, plus la lecture du livre avançait, et plus je me demandais si on ne me manipulait pas. J'ai eu l'impression que le récit se décentrait et que, petit à petit, Mona n'était plus l'héroïne du livre, mais que ça devenait la fameuse Colette, c'est-à-dire l'épouse décédée du grand-père, et que l'événement central du livre n'était plus la cécité de Mona, mais était la mort de Colette. Alors,
tout au début, dans le premier chapitre, et on n'y fait pas attention, l'auteur nous dit « Le seul interdit avec son grand-père, c'était d'évoquer Colette Villemin, donc c'est la fameuse grand-mère décédée, qu'il avait laissée veuf 7 ans auparavant. L'enfant, Mona, avait beau tenter d'ouvrir une brèche de temps en temps, elle se heurtait à un silence de plomb. Colette, on n'en parlait jamais. » Bon, tel que c'est dit là, tout au début du livre, on se dit, bon, il y a peut-être soit un secret de famille, soit une telle souffrance pour le grand-père que on n'a pas envie d'en reparler. En fait, les choses s'éclairent ensuite. Et petit à petit, on va se rendre compte que le décès de Colette est l'événement autour duquel le livre tourne. Il y a de plus en plus, alors je ne vais pas imposer à nos auditeurs tous les textes que j'ai relevés et qui sont de plus en plus présents, qui sont de plus en plus précis et qui en fait aboutissent à l'information qu'on va très rapidement recevoir sur le fait que Colette Villemin a mis fin à ses jours et qu'elle a été en fait euthanasiée. Ce qui m'a beaucoup gêné, c'est qu'il y a une argumentation lourde, pesante, sans réserve pour l'euthanasie. Je vous donne un exemple. Mona, dans sa classe, a à faire un exposé. Le thème de l'exposé, c'est de choisir un terme un petit peu difficile et de présenter aux autres élèves de la classe ce terme et de l'expliquer. Et comme par hasard, le mot qu'elle choisit, c'est le mot euthanasie. Et je vous lis ce qu'elle en dit. La grand-mère est présentée aussi comme, je me souviens de ce que disait le grand-père, comme quelqu'un de très catholique. Alors ça, oui. Et ça, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le plus savoureux. Voilà, et qui quand même va s'euthanasier. Et il explique, le grand-père dit, alors, la foi en Dieu lui a donné une force sidérante, mais l'importance de choisir sa mort venait aussi du fait que son père ou sa mère, je ne sais plus, s'était tué, avait avalé une pilule de cyanure parce qu'elle avait été prise par la Gestapo. Et donc, pour elle, c'était important de pouvoir choisir sa mort. C'est ça. Donc, il y a un peu cette espèce de deux choses qui paraissent pas très logiques. Donc, cette foi ardente et en même temps... l'héroïsme d'un résistant. Voilà. Et cette volonté de pouvoir choisir sa mort. Plus précisément, la foi, une foi dont elle dit qu'elle est... ardente, oui. Et non pas le suicide du père, mais la possibilité de choisir sa mort. Oui. Donc je retrouve, lors des cours de français, il y avait des séances consacrées à l'acquisition du vocabulaire et parmi les exercices, l'élève devait choisir un mot rare et en donner la définition la plus complète possible sous la forme d'un petit exposé oral. Allez, c'est à vous, Mona, debout, et dites-nous sur quoi vous allez pérorer. Euthanasie, répondit-elle, et elle dicta le mot à la classe somnolente. Et elle précise, Mona, c'est un acte incroyable et très courageux, c'est un vrai choix, parce qu'on aime la vie, et que quand on l'aime, on veut qu'elle soit belle jusqu'au bout, et on veut être digne au moment de mourir. Donc, le ton est donné, et ensuite, la partie description des tableaux devient presque marginale. Ça s'explique aussi probablement qu'il s'agit de tableaux à Beaubourg, sur lesquels il y a peut-être moins à dire que de tableaux au Louvre, mais et donc, comme vous venez de le rappeler, Catherine, elle nous dit que l'épisode héroïque et tragique de la mort de ce parent, eh bien, lui a donné 2 leçons. La première, c'est que la foi en Dieu donne une force sidérante. Ainsi devint-elle une chrétienne fervente. La seconde, c'est l'importance de choisir sa mort. Aussi devint-elle une militante de l'euthanasie. Alors, je trouve que c'est absolument choquant et je ne suis pas persuadé que la façon dont ça a été vendu au lecteur ait été perçue par le plus grand nombre d'entre eux. Ou alors, c'est encore pire, le succès du livre s'explique par cette hymne à l'euthanasie. Je pense pas. Enfin, dans tous les cas, c'est un livre que pour ma part, je ne conseillerais pas pour cette raison-là. Alors, je ne pense pas que le succès du livre soit dû à cette question de l'euthanasie.
Parce qu'en fait, bon, j'ai un petit peu regardé les critiques, etc. Vraiment, ce qui importe aux personnes, même j'avais regardé un petit peu la grande librairie où il était interviewé, on ne parle vraiment que de l'art et que des tableaux. L'art comme thérapie aussi. Voilà, de l'art comme thérapie, la façon de voir, de comprendre, etc., qui vous éveille spirituellement. Et d'ailleurs, la phrase de la grand-mère, c'est d'aller vers la lumière. Oui, voilà. Alors la grand-mère dit « Garde sans cesse la lumière en toi », quand elle lui donne le pendentif, et « Oublie le négatif, garde sans cesse la lumière en toi ». Donc on comprend que quand elle enlève son pendentif, ce fameux pendentif, elle voit plus sa lumière, enfin, etc. Bon, après, je raconte pas forcément la fin, parce qu'il y a peut-être des personnes qui auront envie de lire le livre quand même. Alors, une petite anecdote que j'ai repérée moi aussi en me renseignant sur l'auteur, c'est que c'est son deuxième roman et il a commencé à l'écrire en 2013, à la suite d'un non-avènement d'un enfant qui devait naître. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai. Donc c'est ce traumatisme, je pense, qu'il a voulu expier dans le... par le biais de cette petite fille à qui peut-être que si ça avait été sa fille à lui, il aurait aimé lui raconter toutes ces questions d'art, puisqu'il est lui-même historien de l'art. C'est ça. Et prof à Polytechnique, mais je pense une histoire de l'art, j'imagine. Je pense aussi. Et puis, en fait, il est aussi directeur de la fondation Artum Bergman, qui sont quand même des peintres de la période moderne sur laquelle, effectivement, les chapitres sont moins épais. Oui, mais alors justement, moi, c'est presque ces chapitres-là qui m'ont pas le plus intéressée. Mais en même temps, c'est tellement pour moi abstrait, toute cette peinture, que c'était assez intéressant de lire les explications qui en étaient données. Enfin, je ne sais pas. Que l'on partage par exemple, ou que l'on partage Soulage, pas. le noir, il y a plusieurs couleurs dans le noir. Par contre, les histoires de Duchamp qui pend un égouttoir à bouteille, etc., j'ai du mal à comprendre même l'explication. Il dit que la peinture est morte, donc il faut inventer des nouvelles choses. C'est ça. C'est assez étonnant, mais bon, c'est intéressant aussi, je trouve, d'avoir ces explications, parce que ce sont des choses qui existent et qui sont exposées. Alors, cette balade qui est un peu systématique dans le roman, quoi. C'est ce qui le rend un peu monotone et lassant, c'est le côté systématique. Permet aussi de balayer l'ensemble de la peinture jusqu'à nos jours. Voilà, de Botticelli à Soulage. Avec des choix, effectivement, qu'on peut contester. Je vois aussi des fois des commentaires qu'il regarde, Thomas Schlesser, qu'on peut ne pas partager. On n'est pas obligé de voir la même chose que ce qu'il voit dans les tableaux. Non, mais il n'y aurait pas dans ce livre cette apologie de l'euthanasie. Moi, le livre ne m'aurait pas déplu. L'idée, comme je le disais tout à l'heure, l'idée est séduisante. Et même s'il y a des peintres qui m'emballent moins que d'autres, c'est intéressant d'en entendre parler. Je trouve que c'est une bonne idée. Ce qui est dommage, c'est que le temps passant, le temps de la lecture passant, je me suis demandé si vraiment il ne m'emmenait pas à un endroit où, d'une part, j'avais pas envie d'aller et où il ne me disait pas qu'il m'emmenait. Je suis pas sûr, moi non plus, que ça soit le thème principal, l'euthanasie, mais n'empêche que c'est la conclusion. Oui, moi non plus, je vois pas ça du tout comme le thème principal. Je vois ça comme... J'ai relevé tous les passages dans lesquels... Il y a une allusion. Oui. Parce qu'au départ, la petite fille, elle va dans la cave de magasin de son père, elle voit des coupures de journaux, elle comprend pas très bien ce que c'est. Oui, voilà, bon, en fait, on se rend compte petit à petit. Ouais, mais... Ouais. Et puis la personnalité de cette grand-mère, dont on va nous dire à la fin, quand même, cette histoire du pendentif, bon, c'est un roman, donc il faut accepter. C'est un peu tiré par les cheveux. Oui, il y a beaucoup de choses tirées par les cheveux. Je l'enlève, je deviens aveugle. Oui, c'est ça. Et je le remets, youpi, tout va bien. Oui, je suis d'accord. C'est pareil. Tout, c'est un roman, pourquoi pas ? Le passant qui vient récupérer les miniatures dans la boutique du père que Mona avait disposées ici. On est un peu dans le conte de fées, là. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça devient gênant à partir du moment où tout ça nous ramène à la grand-mère et à ce dont on va nous dire tout à l'heure de la grand-mère. Bon. D'accord. Non, puis il y a des petites choses amusantes, je trouve. Alors, une autre chose que je trouve très bizarre, c'est quand ils se baladent dans les musées, il y a évidemment une conservateur de musée qui les croise et qui trouve ce couple grand-père-enfant extraordinaire et qui les emmène dans les sous-sols du musée d'Orsay pour voir à trois un tableau de Monet. Bon. Pourquoi pas ? Donc ça, oui, pourquoi pas ? Ou alors ce gardien ça c'est assez amusant, ce gardien de musée qui dit « Quoi, vous restez
une demi-heure ou une heure devant cette croix alors que les gens restent 10 secondes, ça, je trouve ça assez amusant. Oui. Bon, mais je comprends votre réticence sur l'euthanasie. Mais moi, surtout, moi, ça m'a ennuyée à la fin, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus des tableaux. Et j'avais une espèce d'indigestion. Donc j'ai quand même continué, puisqu'on devait en parler. Et puis on a un petit peu envie de savoir ce qui se passe. Mais je trouve que 52 semaines, c'était un petit peu long. Et ça nuit un petit peu à la portée de l'intrigue en elle-même, si on veut. Et probablement, c'est ce qui l'oblige à boucher des trous et à donner de l'importance à des choses qui en ont moins que le thème principal du livre. Sûrement. Bien. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose une petite pause musicale pour se remettre de ses émotions avec un grand jazzman pour un standard, Mona Lisa, bien entendu. Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Et bien après ces moments de détente, écoutons voir si la musique a adouci la saine colère de notre plateau. Yannick, êtes-vous prêt à aborder ce classique de la littérature, sorte de testament d'un grand intellectuel du début du XXe siècle? Je veux parler de l'Autrichien Stefan Zweig et de son livre « Le monde d'hier ». Alors tout à fait volontiers, Emmanuel. Donc le livre dont on va parler, c'est une autobiographie de Stefan Zweig. Je vais parler de sa vie, ce qui d'une certaine façon va déflorer le sujet, mais enfin il y a encore beaucoup de choses dans le livre dont on ne va pas parler. Quelques informations pour situer le personnage et le livre. Donc Stefan Zweig est autrichien, il est né en 1881 à Vienne et il est mort en février 1942 à Petropolis au Brésil. Alors il est important de noter parce que ça va avoir de l'influence sur sa vie et sur la conception qu'il va avoir de la vie. Il est le fils d'un monsieur Maurice Zweig qui a fait fortune comme fabricant de tissus. Il est originaire d'une famille juive, mais une famille juive qui a voulu donner à ses enfants une éducation laïque. Il ne parle pas yiddish, ne va pas à la synagogue et n'aime pas qu'on entende rappeler qu'il est juif. Il va vivre très douloureusement la Première Guerre mondiale dans un service administratif car il est réformé. On reviendra sur cette période qui, pour Stefan Zweig, est le début de la fin. Il va connaître un succès littéraire important. Il va se rapprocher d'autres personnes en Europe qui sont comme lui des pacifistes. Il se marie en 1920 avec la maman de 2 filles qui ne sont pas ses filles. Cette personne était sa maîtresse depuis plusieurs années. Il s'installe à Salzbourg, en Autriche. Il va voyager à travers le monde. Il réalise une collection de manuscrits, de partitions, d'autographes qui est un véritable trésor. Et cette collection sera confisquée par les nazis, dispersée et en grande partie détruite. Zweig, qui a déjà été traumatisé par la Première Guerre mondiale, va vivre la montée du nazisme en Allemagne et en Autriche. Ses livres sont brûlés.
Il doit s'enfuir et commence des années d'exil à Londres, tandis que son épouse reste en Autriche, persuadée que les inquiétudes de son époux sont infondées. Il est déchu de sa nationalité autrichienne, il demande et obtient la nationalité anglaise, il quitte l'Angleterre au début des années 40 avec Lotte, sa secrétaire qu'il a épousée entre-temps, il s'installe au Brésil, il y fête son 60e anniversaire, il rédige ses mémoires, c'est ce dont on va parler, qui seront publiés 2 ans après sa mort sous le titre « Le monde d'hier, souvenir d'un Européen » et il meurt en février 1942. Donc ce livre, Le monde d'hier, souvenir d'un Européen, ce sont les mémoires de Stefan Zweig. Une phrase de la préface résume les raisons pour lesquelles il s'est décidé à écrire. Je cite « En ma qualité d'Autrichien, de juif, d'écrivain, d'humaniste et de pacifiste, je me suis toujours trouvé à l'endroit exact où ces secousses sismiques exerçaient leurs effets avec le plus de violence. Par 3 fois, elles ont bouleversé mon foyer et mon existence, m'ont détaché de tout futur et de tout passé, et avec leur dramatique véhémence, précipité dans le vide. » Fin de citation. Donc le récit commence avec son enfance, son adolescence, avant la Première Guerre mondiale, et il appelle cette époque l'âge d'or de la sécurité. Sa famille est solide, elle a travaillé dur pour arriver à la situation qui est la sienne, mais ces familles juives qui maîtrisent parfaitement leur budget, qui n'ont jamais eu recours au crédit, familles qui sont devenues riches mais qui n'étalent jamais leur richesse. Stefan Zweig nous explique qu'en fait, la richesse matérielle n'est pas un objectif pour ces familles juives. Le but, c'est d'atteindre un niveau culturel supérieur. Et il analyse d'ailleurs de façon très intéressante la conséquence de cette évolution. Il nous explique que, en voulant se libérer de ce qu'il appelle la froide quête de l'argent pour s'adapter à une culture universelle, ils se rendent compte que les familles juives, en fait, sont arrivées à s'encombrer d'une démarche intellectuelle qui a finalement été aussi préjudiciable à leur famille que l'ancienne limitation aux choses matérielles. Et il explique que cette aspiration à une vie culturelle était d'autant plus vive à Vienne. L'empire des Habsbourg avait tendance à se déliter, mais garder Vienne comme une image de son antique splendeur. Et on peut trouver déjà les prémices de son éclosion dans sa quête intellectuelle. On peut déjà y voir avec ses années universitaires, ses voyages, là où il voyage à travers l'Europe. Alors, vous avez raison, Emmanuel, 2 mots de ces fameuses années universitaires. En fait, il appelle ça des années universitaires sans université. La contrainte mondaine à Vienne, c'est d'avoir un titre de docteur, sans quoi on ne peut pas être vraiment intégré à la vie mondaine à Vienne. Et donc, l'idée, c'est de passer les 3 premières années sans mettre les pieds à l'université, et en revanche, la 4e année, de travailler comme une bête de façon à écrire sa thèse et décrocher son titre de docteur. Ce qui lui a permis, entre-temps, d'écrire des poèmes, etc., et de continuer... Et de voyager. Et de continuer à rencontrer des tas de gens intéressants. Oui, parce qu'il trace un portrait de l'école ennuyeuse, oui, en disant que c'est un handicap d'être jeune. La reconnaissance ne se fait qu'à partir de la quarantaine. Alors oui, il estime que l'Autriche est un pays de vieux, dirigé par un vieux, et que la jeunesse n'est pas aimée dans ce pays-là. C'est un vieil empire, régi par un vieillard, gouverné par de vieux ministres, dont la seule ambition est de se maintenir intact. Et il ressent ça, mais alors ça c'est pendant la période de l'école, avant la période universitaire, il le ressent comme quelque chose de très pesant. Un des avantages de ce livre, c'est qu'il nous décrit la vie à Vienne de façon très séduisante, parce que c'est remarquablement écrit et parce que c'est très vivant, et c'est très vivant parce qu'il l'a vécu. Il nous parle par exemple de la vie affective des adolescents. C'est les mêmes hypocrisies que dans les autres domaines. On décide que si la sexualité n'est pas évoquée, eh ben elle n'existe pas. Les femmes de la bonne société sont réputées ne pas avoir de sexualité, et
il dit qu'une des conséquences de cette vie sociale a été un développement considérable de la prostitution. La nature ayant horreur du vide, il fallait compenser d'une façon ou d'une autre. Enfin, les hommes, pendant ce temps-là, on leur trouvait des petites servantes très gentilles et on les laissait aller justement dans toutes les maisons closes qui pullulaient. Voilà. Mais pullulaient également des maladies vénériennes. Voilà. Il fallait quand même que la voix des femmes se fasse entendre. Eh oui, ça va venir. Donc, une école dans laquelle il n'est pas à l'aise, une vie universitaire qui est un très bon souvenir pour lui parce qu'il passe à côté sans y entrer, sauf la 4e année. Et puis, c'est le 28 juin 1914, c'est lui qui nous dit « Retentit à Sarajevo ce coup de feu qui, en une seconde, fit voler en 1000 éclats comme un vase de terre creux ce monde de la sécurité et de la raison créatrice dans lequel nous avions été élevés, dans lequel nous avions grandi et où nous nous sentions chez nous. » Et fin de citation. Et pour Stefan Zweig, plus rien ne sera comme avant. Son illusion humaniste va en prendre un coup dans l'aile, d'autant que très rapidement, il va sentir arriver les prémices de la Seconde Guerre mondiale, qui va être encore plus lourde de conséquences pour lui, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il va être obligé de quitter son pays, il va perdre sa nationalité. Il avait commencé à toucher du doigt un petit peu cette montée du nazisme à travers l'université, où il parlait des corporations, des groupes. Des espèces de bizutages. Des bizutages, la bière qui était omniprésente. Il commençait à voir un petit peu... Et puis quelques partis aussi politiques qui commençaient à poindre. Dont j'ai plus les œillets blancs, c'est ça, je crois. Je crois aussi. Qui était pro pour la Grande Allemagne, etc. Et qui commençait à taper aussi sur les juifs et les catholiques également. C'est ça. Bon, ce qui, dans un premier temps, ne l'a pas empêché de conserver son illusion pacifiste et humaniste. C'est là où il fait la connaissance de Rilke, des compositeurs Max Reger, Richard Strauss. Voilà, son premier réflexe, c'est de se rapprocher de ces autres personnalités littéraires ou musicales en Europe dont il espère qu'elles vont le suivre dans sa vision pacifiste. Il est souvent déçu, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui, soit par lâcheté, soit par conviction, ne refusent cet idéal pacifiste, mais ça va être une déception de plus. Puis un homme d'État, enfin un homme politique important, c'est Walter Rathenau, qui compte beaucoup pour lui. Oui, et qui se fait assassiner. Oui, mais la grande idée de sa vie, il le dit, c'est une Europe unie de l'esprit. Et en fait, du coup, il voyage beaucoup entre les deux guerres pour essayer, avec d'autres écrivains, dont Romain Rolland, de lancer cette idée. Et ils espèrent tous que les écrivains puissent avoir un rôle tellement important qu'on puisse arrêter les guerres. Bon, c'est ça. Pas de chance, ça n'a pas marché. Non. Et il nous dit, à la fin de la Première Guerre mondiale, il nous dit sa conviction et la conviction de ses amis que, je cite, « l'enfer était derrière nous ». Qu'est-ce qui pouvait encore nous effrayer? Un monde nouveau commençait. Et comme nous étions jeunes, nous nous disions, il sera le nôtre, ce monde que nous avons rêvé, un monde meilleur, plus humain. L'illusion ne dure pas longtemps. Quand il revient en Autriche après la Première Guerre mondiale, il croise à la gare frontière le train qui emporte en exil l'empereur Charles et son épouse, l'impératrice Zita. Le dernier empereur. Voilà. Et il dit « La glorieuse lignée des Habsbourg, qui de siècle en siècle s'était transmis le globe et la couronne, finissait à 7 minutes. » Et fin de citation. Et là, dorénavant, la vie de Stefan Zweig ne sera plus la même. Il ne trouvera plus la paix et l'équilibre qu'il espérait trouver, et il va connaître ce qui pour lui était inconcevable. Il va devenir un exilé, dépouillé de tout et surtout de ses illusions. Et l'Europe, comme vous le disiez Catherine, dans laquelle il circulait librement, qui lui semblait un espace ouvert à tous les hommes de bonne volonté, devient l'enfer. Et donc il va découvrir la poussée du nazisme en Allemagne et en Autriche. Il ne faut pas oublier que Hitler était autrichien et qu'il estimait avoir été bafoué par son pays d'origine et qui va chercher, et c'est une des raisons pour lesquelles il va revenir en force en Autriche et annexer l'Autriche, c'est qu'il voulait se venger
de l'injustice dont il pensait avoir été victime quand il était plus jeune. Et donc, l'Autriche va disparaître dans la tourmente du deuxième conflit mondial. Et il écrit, et ça résume bien son état d'esprit: « J'avais trop longtemps mené une existence cosmopolite pour pouvoir, du jour au lendemain, haïr un monde qui était mien au même titre que ma patrie. » Fin de citation. Donc il se sentait autant chez lui dans les autres pays d'Europe qu'en Autriche, et il se rend compte que cette Europe qu'il avait en partie fantasmée, qui correspondait aussi à une réalité, à la réalité de quelqu'un qui vivait dans un milieu privilégié, privilégié par son aisance financière, privilégié par le milieu culturel auquel il avait accès. Cette Europe-là a disparu et il ne la retrouvera pas. Et on comprend, ça n'est évidemment pas dans le livre, puisque même si le livre a été publié après son décès, le récit s'arrête avant sa mort. On comprend mieux qu'en fait, il ait mis fin à ses jours en février 1942 au Brésil avec son épouse. Et c'est vraiment Alors c'est un peu surprenant, parce qu'en fait, il connaissait toujours le succès littéraire, il avait donc toujours une très bonne aisance financière, il vivait dans un pays, le Brésil, qui était à l'abri du conflit, donc on aurait pu imaginer qu'il attende tranquillement la fin de la guerre pour revenir en Europe, pour rester au Brésil. Je crois qu'il était tellement meurtri, déçu par ce qui se passait, c'était tellement contraire à ses convictions humanistes et pacifistes qu'il n'a pas supporté et qu'il a mis fin à ses jours. Finalement, la fin justifie les moyens dans ce cas-là, contrairement à l'autre livre d'avant, puisque finalement, on a le hasard fait qu'on a deux livres qui parlent de la fin volontaire de la vie. Ce livre n'en parle pas. Hein. Ce livre n'en parle pas du tout. Effectivement, on sait qu'il a fini. On sait par ailleurs que... Mais ce livre explique presque pourquoi il a... Bien sûr, il a plus du tout confiance, il pense que jamais ça revient. Le monde d'avant ne reviendra jamais. Voilà, ce qui n'est pas faux. Il avait raison. Mais ça, à mon avis, ça ne justifiait pas non plus le suicide, mais je pense que compte tenu des conditions dans lesquelles il avait vécu, Après, il explique aussi qu'à un moment, parce qu'au départ, il est quand même assez modeste dans son succès, etc. Puis à un moment, il explique qu'il a beaucoup de succès et que justement, les bottes d'Hitler vont écraser tout ça. Il était traduit, je ne sais plus, j'ai noté, mais je sais plus, dans 37 pays, enfin un truc extraordinaire, en Russie, aux États-Unis, et que l'interdiction de tous ses livres, le fait qu'ils soient brûlés, enfin tout ça, ça l'a encore plus anéanti. Donc il y a plein de petites choses, outre son idéal qui est mis complètement à mal. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est déjà son écriture. C'est absolument merveilleux. D'ailleurs, il y a dans le chapitre De nouveau dans le monde, dans le livre, il explique qu'il condense un maximum ce qu'il écrit. Et il y a un truc assez amusant quand il dit seul un livre qui maintient constamment son niveau page après page et vous emporte d'un trait jusqu'à la dernière sans vous permettre de respirer me procure un plaisir sans mélange. Mais c'est là, je trouve que les 9/10 de tous les livres tombés entre mes mains sont gonflés de descriptions inutiles, de dialogues bavards et de personnages secondaires sans utilité, ce qui leur enlève une partie de leur intérêt et de leur dynamisme. Cela nous servira pour les prochaines sélections de livres. Il avait lu les yeux de Mona, c'est pas possible. Donc, franchement, oui, exactement. Et toute la littérature d'aujourd'hui qui n'a, honnêtement, sans être snob, c'est des choses tellement faciles, on sait que ça restera pas, alors qu'un Zweig, même tous ses romans... Alors, j'ai pas lu ses biographies et je regrette, mais je crois que je vais me lancer dans Marie-Antoinette. Oui, il faudrait pas qu'on laisse nos auditeurs sur une vision assez pessimiste, parce qu'il a une lecture assez pessimiste des événements qu'il vit. Comme vous le disiez, Catherine, il y a une écriture extraordinaire. Ouais. À aucun moment... elle est apesantissante, c'est vraiment une très très belle écriture. Et ça se lit très facilement, n'ayez pas peur de le lire, ça se lit facilement. Et en plus, c'est un cours d'histoire extraordinaire. C'est-à-dire que c'est donc depuis la vie à Vienne à l'époque des Habsbourg jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on suit pas à pas ce qui se passe
en Autriche, en Allemagne, en Europe. Et c'est vraiment une façon, pour ceux qui ne connaissent pas bien cette période, c'est un des éclairages intéressants sur cette période-là. Ah, il s'est fait quelques amis dans le monde justement intellectuel. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que selon les pays, il a fait de bonnes rencontres et d'autres où ça a été un échec. Paris, il n'a pas rencontré beaucoup de monde. C'était plutôt la ville du plaisir, mais pas de la ville hautement intellectuelle à l'époque. Vienne devait être plus rayonnante. Il y a Londres aussi, où là, ça a été le désert pour lui. Oui, où il dit qu'après Paris, je sais plus, il fait tout noir, enfin que c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout à Londres, il a vu pratiquement personne. Après, le New York, peu de centres d'intérêt culturel. Bon, c'est le début du XXe, c'est pas encore l'époque de l'âge d'or américain. Et puis, qu'est-ce que je veux dire, il a fait d'autres voyages en Inde aussi, où il n'a pas été très satisfait. Et puis, il y a aussi une peinture des Juifs que je trouve surprenante, parce qu'il leur fait un procès en disant que finalement, les Juifs, page 549 dans le folio, les Juifs privés de tout restent par fidélité ou paresse, refusant la mendicité à l'étranger. Donc, il s'inclut là-dedans, je pense, mais en même temps, il parle de la perte de la foi des Juifs. Alors qu'au départ, il était plutôt quelqu'un de très ouvert. C'était pas un orthodoxe, c'était pas quelqu'un. Non, il précisait même qu'il n'était pas un juif pratiquant. Mais il regrettait. Alors cette foi, ça doit être une foi qui dépasse le pur dogme, le pur dogme spirituel. Je pense que c'est une foi dans l'amour de l'autre, dans l'art, dans le pacifisme. Mais il dit qu'il n'est pas du tout sioniste et que pour lui, c'est les diasporas et qu'ils doivent se fondre au milieu des autres personnes, comme c'était à Vienne à l'époque. C'est ça. Ses parents. C'est vraiment quelqu'un d'absolu dans sa volonté d'aimer le monde au sens le plus large. Et on voit ça d'ailleurs à travers ses amitiés, Verhaeren, Roland. Puis il a des descriptions. Moi, j'ai adoré la description de Verhaeren. Quand il décrit son physique, ou alors quand il rencontre Rodin, qui va dans son atelier comme ça pour visiter. Puis Rodin enlève un drap. Et puis Zweig dit « Waouh, c'est superbe !» Et Rodin s'arrête. Et là, tout d'un coup, il est pris par la création. Il oublie tout et il remodèle, il refait. Et c'est décrit merveilleusement. Vraiment très simple. Enfin, c'est ça, voilà. Cette écriture, moi aussi, ça m'a beaucoup plu. C'était un collectionneur aussi. Et c'était un collectionneur de manuscrits, mais pas pour collectionner et faire joli dans une vitrine. C'était parce que les manuscrits, c'était la création qui était derrière, qui l'intéressait, plus que le résultat. Manuscrits littéraires ou musicaux. Voilà. Ce qu'il faut noter aussi pour nos auditeurs, c'est qu'il faut lire le livre dans une des versions de poche. Moi j'ai cité celle de folio, mais il y a effectivement aussi le livre de poche. Il y a le livre de poche, et il faut savoir qu'existe également un livre. Alors il ne faut pas n'acheter que celui-là, parce que c'est un livre qui est constitué avec des extraits. Donc ce n'est pas le livre en entier, mais qui a un grand intérêt, c'est qu'il y a une illustration très intéressante de tous les gens qu'il rencontre, des lieux qu'il visite. Et donc, j'invite ceux qui seront passionnés à acheter chez Flammarion un livre dont l'auteur est Laurent Selzig, qui s'appelle Le Monde d'hier, et qui en fait est une illustration du livre de Zweig, et je trouve que c'est un excellent complément de l'ouvrage. Et pour les amateurs du 7e art, il y a aussi un film qui a été inspiré par la vie du militant pacifiste qui était Stefan Zweig. Je ne sais pas si vous avez noté aussi, quand il parle un peu, il revient en Autriche après la Première Guerre mondiale, et qui raconte que voilà, c'est le chaos total, il n'y a plus d'argent, c'est une inflation terrible. Enfin, il y a la guerre de la bière entre l'Autriche et l'Allemagne, parce qu'ils vont boire pour pas grand-chose, puis après, quand c'est les autres Allemands qui ont le même problème, hop, les Autrichiens vont boire là-bas. Et surtout, il dit que toute la jeunesse ne croyait plus en rien, ne croyait plus en parents, ni aux hommes politiques, ni dans les maîtres. Du coup, les filles se coupaient les cheveux très courts, les garçons se faisaient raser la barbe. C'était la révolte contre la polarité des sexes. Autre chose, les articles le, la, les ont été supprimés. Et maintenant, c'était une littérature militante, coup de poing. Et c'était une époque d'expérimentation furieuse. Ça fait un peu penser à ce qu'on vit en ce moment, non ?
C'est assez étonnant. Ah, vous voyez des expérimentations furieuses en ce moment ? Peut-être un peu furieuses, oui. Et effectivement, il fait le lien entre la situation dramatique dans laquelle se trouve l'Autriche après la guerre et ses élucubrations. Et il dit n'était-il pas compréhensible que toute forme de respect disparue dans la nouvelle génération, la génération d'après-guerre, s'émancipait brutalement de toutes les valeurs précédemment établies et tournait le dos à toute tradition. Et c'est intéressant de noter que chaque fois qu'il y a une période catastrophique, et pas dans la même échelle, mais d'une certaine façon, c'est ce qu'on vit actuellement ici, eh bien, il y a ces innovations. Des gens cherchent d'une façon ou d'une autre à exister dans un contexte qui n'est pas très favorable et pas très porteur. Mais il dit d'ailleurs qu'en Allemagne, avant la montée d'Hitler, c'était pareil, il y avait des débauches, ils ont eu ces mêmes problèmes, les gens n'avaient plus d'argent, etc. Et que du coup, ça donne lieu à une espèce de débauche. Très étonnant. Et l'arrivée de Hitler a, pour certains, et en particulier en Autriche, alors c'est d'autres comme Jean Sévilla qui le racontent, il y avait une telle pauvreté que quand Hitler est arrivé et a donné du travail, les gens l'ont accepté sans se poser trop de questions sur toute l'idéologie sous-jacente. Bien sûr. Il dit pourtant que Hitler, au début, personne n'y croyait. Et ce qui est amusant, c'est qu'il dit on n'y croyait pas parce que c'était un pauvre type, sans instruction. Alors que jusqu'ici, tous les hommes d'État avaient tous fait l'ENA, on va dire, et des grandes choses. Et que là, du coup, on se disait c'est qui ce petit bonhomme qui arrive ? Et ils n'ont jamais cru qu'il arriverait là où il a été. Et d'autre part, il dit qu'il agissait par petites doses. Donc il a commencé par petites touches, et puis petit à petit, tout ça a élargi, notamment contre les Juifs. Au début, ils ont juste empêché de s'asseoir sur les bancs. Puis après, pour les livres, par exemple, c'est d'abord les étudiants qui ont commencé à les mettre au pilori. Puis après, ça a été brûlé. Puis après, il y a eu des véritables bûchers. Enfin, franchement, toutes les choses sont faites petit à petit. Et après, je pensais que moi, que les Autrichiens n'étaient pas très anschluss, qu'ils n'aimaient pas beaucoup Hitler. J'ai beaucoup regardé la Mélodie du bonheur. Il voulait être attaché. Il voulait être attaché à quelque chose. Il voulait pas rester individuel. Il voulait pas. Bon, il y avait toutes les. Là, il y a un livre, mais c'est pas celui-ci. Il y a un livre de Jean Sévilla qui est un livre récent et qui explique que tous les Autrichiens n'étaient pas nazis. Et qui explique qu'en fait, il y avait différentes tendances qui se heurtaient. Il y avait des gens qui étaient résolument autrichiens et qui souhaitaient le rester. Et puis, il y en a d'autres qui n'imaginaient pas l'avenir sans la puissance de l'Allemagne qui éblouissait. Oui, et puis l'Empire austro-hongrois n'étant plus que réduit à sa plus simple expression. Ayant disparu, oui. C'est ça. Et puis, est-ce que Zweig était tellement idéaliste qu'il ne pensait pas que l'homme puisse être aussi méchant ? D'ailleurs, il parle de Freud. Oui, puisque ça a été une de ses rencontres en Freud Angleterre. Qui dit « Il est impossible d'extirper de l'âme humaine le fond barbare, la pulsion destructrice élémentaire. » Ça fait un peu peur quand même. Oui. On appelle ça aussi le péché originel. Ouais. Et bien, dites donc, 2 livres qui nous permettent de balayer des pans d'histoire, pas de la même manière, mais qui nous, des fois, débouchent sur certaines choses communes. On s'y attendait pas forcément au départ quand on a fait cette sélection. Encore merci pour cette défense et illustration de Stefan Zweig et de son œuvre. Et puis, une seconde pause musicale avant de donner la parole à un libraire indépendant.
Vous avez peut-être reconnu l'ouverture de La Femme silencieuse, cet opéra composé par Richard Strauss sur un livret de Stefan Zweig, bien entendu. Maintenant, nous retrouvons Olivier Dorgère, gérant de la librairie du Marais à Mayenne, qui nous présente sa sélection du mois. Alors, je suis avec Olivier Dorgère à la librairie du Marais à Mayenne, rue Charles de Gaulle, et je vais lui demander quels sont ses coups de cœur et conseils de lecture en cette rentrée 2024. Bonjour. Alors oui, la rentrée littéraire de l'automne 2024, c'est plus de 450 nouveaux romans avec de la littérature française ou étrangère, des premiers romans ou des auteurs confirmés, mais aussi des formats poche, des BD et des livres jeunesse. Les lectures d'été des libraires de la librairie du Marais ont fait ressortir quelques coups de cœur, et notamment celui de Yasmina Khadra pour Cœur d'amande aux éditions Mialet Barreau. Nestor nous raconte un morceau de sa vie, sa banalité, sa précarité, mais aussi sa beauté. Cœur d'amande est un roman doux amer qui respire pourtant tout au long des pages l'optimisme et le courage. Nestor ne pourrait pas mieux porter son surnom, Cœur d'amande, tout aussi tendre et attachant. Marie Vingras, Les âmes féroces aux éditions de l'Olivier. Dans cette ville rurale américaine, il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, le cadavre d'une adolescente y est retrouvé. Au fil des saisons, les monologues de 4 proches de la victime, proches atypiques et aux multiples secrets, vont s'emboîter comme un puzzle pour découvrir la vérité. C'est un récit à l'écriture maîtrisée et subtile qui fait plonger dans les tourments de la noirceur de chacun. Ensuite, je vous propose Arthur Pérez Reverte pour l'Italien aux éditions Gallimard. Se basant sur un épisode méconnu de la Deuxième Guerre mondiale, l'auteur fait se rencontrer Elena, une libraire espagnole veuve, et Teseo, un plongeur militaire italien. Ce dernier a pour mission de saboter les navires anglais amarrés à Gibraltar en chevauchant des torpilles autopropulsées sous l'eau. Mêlant danger, espionnage, engagement, amour et amitié, c'est un roman historique captivant. Et puis maintenant, Carole Martinez, une auteure un peu plus connue, effectivement, pour encore aux éditions Gallimard, Dors ton sommeil de brute. Eva s'est enfuie en Camargue avec sa fille Lucie. Loin de tout, loin de son mari surtout, mais bientôt, sa fille est touchée comme le reste des enfants du monde par un rêve collectif qui traverse la planète. Parsemé de passages oniriques, on retient notre souffle quant à l'issue de ces rêves. Au cœur d'une nature sauvage, Carole Martinez nous offre un texte délicat, puissant et sensible, rempli de poésie qui vous touche en plein cœur. Et puis un texte un peu plus dur ici de Mathieu Palin pour Les hommes manquent de courage aux éditions L'Iconoclaste. Ce roman est construit comme un polar psychologique qui se dévore quasiment d'une traite, comme une longue confession de Jessie, mère d'un grand ado. Sa relation avec ce fils est difficile. Il vient d'ailleurs de commettre un acte irrémédiable. S'ensuit un road trip où les actes de son fils poussent Jessie à se confier sur ses secrets. Nous avons également repéré Le harem du roi de Djali Amadou Amal, auteur du concours lycéen 2020 avec Les Impatientes. Nous avons repéré Les derniers jours du Parti socialiste du Mayennais Aurélien Bélanger également. Et puis Jacaranda de K.L. Faye, Frapper l'épopée de Alice Zeniter, La désinvolture est une bien belle chose de Philippe Janada. Et beaucoup de titres alors. Et oui. Et là, on est d'accord que c'est vraiment une toute petite partie de la grosse production littéraire. Et même en BD, par exemple, vous avez des choses nouvelles ou des choses intéressantes? Oh oui, plein de choses, notamment Ulysse et Cyrano, avec au dessin et au scénario Stéphane Servin, Xavier Dorisson et Antoine Christo, pour une histoire tout en douceur et en poésie qui va réunir deux personnages qui n'en ont rien à voir ensemble. Un ancien cuisinier qui est devenu acariâtre et reste dans son coin maintenant, et un jeune garçon qui est un petit peu emmené à la campagne de force pour une sombre histoire familiale. Bref, ces deux personnages vont finir par se trouver et construire ensemble quelque chose autour de la gastronomie. Ah. Une vraie BD qui donne faim finalement. Ça, c'est dans le domaine de la bande dessinée.
Alors, en jeunesse, est-ce que vous avez des titres à nous conseiller également? Ah bah oui, on pourrait partir avec un roman de Marion Brunet pour les ados. Ilos, c'est le titre du livre, est le premier tome d'une trilogie dystopique qui vous embarque dès les premières pages. Ce roman est une ode à l'espoir de la jeunesse et aux belles amitiés adolescentes. Marion Brunet nous propose une histoire originale avec des personnages tous plus attachants les uns que les autres. Vivement la suite. Mais aussi pour les plus jeunes, les lecteurs, on va dire, de milieu primaire à peu près. Écoute La baleine chantée de Élodie Chan aux éditions École des loisirs. Attention, sauvetage de la plus haute importance. Une petite baleine est coincée dans le port. Alors Frida et ses amis vont se battre pour la sauver. Les plus de l'histoire, ce sont des belles illustrations et le lexique de la mer pour donner des infos aux plus jeunes lecteurs. Voilà. Bon, bah écoutez, merci. Avec toutes ces lectures, je pense qu'on va faire des heureux. Et donc, je rappelle que vous êtes à Mayenne, la librairie du Marais. Et merci beaucoup. Merci. Au revoir, Olivier. Au revoir. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. En espérant qu'elle vous a plu, nous nous retrouverons le mois prochain pour un 3e démo pour le lire. Au revoir Catherine. Au revoir Emmanuel. Au revoir Yannick. Au revoir Emmanuel, au revoir Catherine.